La poussière soulevée par les pneus du lourd camion retomba lentement sur la place du village. Samy, 18 ans, se tenait là, adossé contre un mur écaillé. Comme chaque samedi depuis 2 ans, il attendait. Ce camion, c'était son seul lien avec son village natal. C'était surtout le moyen par lequel ses parents, Thomas et Nadine, lui envoyaient de quoi payer sa petite chambre d'étudiant et sa nourriture. La portière claqua. Julien, le chauffeur, descendit, un paquet de lettres et de colis à la main. Samy s'avança, tendant instinctivement le bras. Mais Julien évita son regard. Il fouilla dans ses poches, l'air gêné, avant de lâcher d'une voix sèche. « Rien pour toi aujourd'hui, Samy. Thomas m'a dit qu'ils ont mis l'argent dans un nouveau projet au village. Ils ont dit que tu pouvais te débrouiller cette semaine. » Samy resta le bras tendu, figé. Les mots résonnaient dans le vide. Se débrouiller? Comment? Il vivait à des dizaines de kilomètres de chez lui, coupé de tout, sans le moindre revenu. Julien remonta dans sa cabine et le moteur rugit de nouveau. Le camion repartit, laissant Samy seul au milieu de la place. Les jours qui suivirent furent une lente descente aux enfers. La faim creusait l'estomac de Samy. Il dut ravaler sa fierté, demander quelques pièces à ses camarades de lycée, justifiant cela par un simple retard. « La semaine prochaine, ça ira », se répétait-il pour tenir le coup. Le samedi suivant, Samy était le premier sur la place. Le même camion, le même chauffeur. « Toujours rien, Samy », lâcha Julien sans même s'arrêter. Cette fois, la faim laissa place à une rage froide. Thomas et Nadine ne l'avaient pas oublié. Ils l'avaient délibérément sacrifié. La nuit tomba sur sa chambre vide. Le ventre noué par les crampes, Samy prit une décision. Il refusait d'attendre un 3e samedi. Il devait rentrer, se tenir devant eux et exiger des explications. Le dimanche matin, à l'aube, il rassembla le peu d'argent que ses amis, voyant son état de faiblesse, avaient fini par lui prêter pour payer un transport. Mais les véhicules directs ne passaient que le samedi. Il n'y avait qu'une solution. Marcher à pied jusqu'à l'axe routier principal, à plusieurs kilomètres de là, pour espérer trouver un quart de passage. Samy s'engagea sur la longue piste forestière. L'air était lourd, silencieux. Il marchait d'un pas rapide, concentré sur son but. Soudain, un bruit de branches brisées. 6 hommes surgirent des fourrés. Ils encerclèrent Samy en un instant. Pas un mot ne fut prononcé. Le premier coup partit, d'une violence inouïe, le frappant en plein visage. Samy s'écroula. Les coups de pied pleuvaient sur ses côtes, son dos, son ventre. Des mains fouillèrent agressivement ses poches, lui arrachant les billets prêtés par ses amis. Puis, aussi vite qu'ils étaient apparus, les 6 hommes disparurent dans la végétation. Samy resta étalé sur la terre battue, crachant du sang. Chaque respiration était une brûlure. La peur le paralysait. S'il restait sur ce chemin, ses agresseurs pouvaient revenir. Tremblant, il rampa, s'enfonçant à l'aveugle dans les broussailles pour se cacher. Il se laissa tomber au pied d'un grand arbre. La nuit enveloppa rapidement la forêt, et avec elle, les moustiques. Des nuées s'acharnèrent sur sa peau tout au long de cette nuit glaciale, sans qu'il n'ait la force de se lever ni de se défendre. Au petit matin, le soleil perça la canopée, mais Samy ne ressentit aucune chaleur. De violents frissons secouaient son corps tout entier. Ses dents claquaient. La fièvre consumait ses dernières forces. Il essaya de se lever, mais ses jambes se dérobèrent. La piste forestière était trop dangereuse, mais rester ici signifiait mourir à petit feu. Le vent apporta alors un son sourd, régulier. Le ressac de l'eau. La mer n'était pas loin. Puisant dans un instinct de survie qui ne se connaissait pas, Samy rampa hors de la forêt. L'horizon s'ouvrit sur une plage de sable fin. Marcher le long de l'eau, c'était sa seule chance. À découvert, loin de l'obscurité des arbres, il espérait croiser quelqu'un. Le corps brûlant de fièvre, il posa le pied sur le sable et entama sa marche le long des vagues. Le sable fin de la plage glissait sous le poids de Samy, mais pour lui c'était comme marcher sur du verre brisé. Chaque pas irradiait une douleur fulgurante dans ses côtes. La fièvre brouillait sa vue, transformant l'horizon en une ligne tremblante. Il n'en pouvait plus. Ses genoux menaçaient de céder à tout instant. Soudain, à quelques dizaines de mètres sur l'eau, un bruit de moteur attira son attention. Une pirogue à moteur hors bord longeait la côte. À son bord, 2 silhouettes, des pêcheurs. Dans un ultime effort, Samy leva un bras tremblant vers le ciel avant de s'effondrer de tout son long sur le sable mouillé. Les pêcheurs, habitués aux caprices de cette côte isolée, comprirent immédiatement l'urgence. Ils firent virer leur embarcation et accostèrent en trombe. « Hé petit, reste avec nous !» lança l'un d'eux en le retournant délicatement. Samy, le visage tuméfié et brûlant de fièvre, réussit à articuler quelques mots entre 2 frissons. Il expliqua qu'il était étudiant à Kenda, le village voisin. Il raconta l'argent coupé, la faim
et sa marche désespérée pour affronter ses parents avant de tomber dans l'embuscade des coupeurs de route. Les deux hommes échangèrent un regard grave. Ils n'avaient ni médicaments pour le paludisme, ni équipement pour soulager ce qui semblait être des fractures. Kanda était trop loin derrière et la première ville à des heures de navigation. S'ils le gardaient dans la pirogue, il ne passerait pas la journée. L'un des pêcheurs plissa les yeux vers le large. À quelques milles nautiques de là, une immense masse métallique flottait sur l'océan. Un navire industriel portugais. « On n'a pas le choix », dit le pêcheur en hissant Samy à bord. « On l'emmène chez les étrangers. » Le moteur rugit et la pirogue fendit les vagues jusqu'au gigantesque bateau. En bas de la coque en acier, les pêcheurs firent de grands signes en criant. Intrigué, l'équipage abaissa une échelle de corde. Après des explications chaotiques mêlant gestes et mots de fortune, Samy fut hissé sur le pont. L'équipage portugais se regroupa autour du jeune homme grelottant. Le constat fut rapide. Son état nécessitait des soins intensifs qu'il ne pouvait pas prodiguer à bord. C'est alors qu'un homme en chemise, visiblement irresponsable, s'approcha. « Écoutez, l'hélicoptère de liaison est sur la piste, déclara-t-il fermement. Je dois partir en urgence absolue pour le Portugal. On ne peut faire aucun détour par la ville côtière. » Il s'accroupit près de Samy, dont le souffle se faisait court. « Gamin, on doit décoller pour l'Europe dans 5 minutes. On ne peut pas te laisser là. Où vis-tu? On peut contacter tes parents pour qu'ils viennent te récupérer plus tard. » À ce mot « parents », un déclic se produisit dans l'esprit de Samy. Malgré la douleur, l'image de Thomas et Nadine s'imposa à lui. Leur refus, leur négligence, l'enveloppe vide du samedi. C'était à cause d'eux qu'il était en train de cracher du sang sur le pont d'un bateau inconnu. Une colère froide, plus forte que la maladie, submergea le jeune homme. Il planta son regard dans celui du responsable. « Je n'ai personne, je n'ai pas de parents. Amenez-moi. » Ce mensonge, prononcé avec l'énergie du désespoir, scella son destin. Quelques minutes plus tard, le bruit assourdissant des pales de l'hélicoptère couvrait le bruit des vagues. Samy quittait son continent. Au Portugal, la prise en charge fut immédiate. Les médecins soignèrent son paludisme sévère et confirmèrent, grâce aux radios, que 3 de ses côtes étaient fracturées. Durant sa convalescence, les autorités locales vinrent l'interroger. Frappé par son intelligence, son élocution parfaite et son récit d'orphelin fuyant la violence, ils ne cherchèrent pas à le renvoyer. Samy demanda l'asile. Il fut placé dans un centre d'accueil pour jeunes exilés, où il obtint rapidement l'autorisation de reprendre ses études. Il entamait une nouvelle vie, effaçant l'ancienne d'un revers de main. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, le temps avait fait son œuvre. 4 semaines après la disparition de Samy, Thomas et Nadine estimèrent qu'il était temps de renvoyer de l'argent. Le samedi matin, ils se rendirent à la gare routière et tendirent une enveloppe à Julien, le chauffeur. Le soir venu, Julien ramena l'enveloppe intacte. « Je ne l'ai pas vu », dit-il simplement. Il n'était pas à l'arrêt. Thomas haussa les épaules, persuadé que son fils boudait ou s'était absenté. Mais le samedi suivant, le scénario se répéta. Julien revint, toujours avec l'enveloppe et une pointe d'inquiétude dans la voix. Personne ne l'a vu à Kenda depuis un moment. L'angoisse s'installa brusquement. Le lendemain matin, Thomas et Nadine prirent eux-mêmes un car pour Kenda. En arrivant au lycée, ils cherchèrent les amis de Samy. Quand ces derniers comprirent qui ils étaient, l'accueil fut glacial. « Vous cherchez Samy » cracha l'un de ses camarades, le regard chargé de mépris. « Ça fait un mois qu'il a disparu. Vous lui avez coupé les vivres. Il mourait de faim ici. Un dimanche matin, il a pris la route de la forêt à pied pour venir vous réclamer son dû. » Le sang de Nadine se glaça. Thomas recula d'un pas, terrassé. La route de la forêt, à pied, il y a un mois. La conclusion s'imposa d'elle-même, brutale et sans appel. La forêt était tristement célèbre pour ses coupeurs de route. S'il n'était jamais arrivé au village, c'est qu'il y avait trouvé la mort. Les recherches menées dans les jours qui suivirent ne donnèrent rien. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Au village, une veillée funèbre fut organisée. Nadine hurlait sa douleur devant la maison familiale, mais la compassion des voisins était rare. Les murmures réprobateurs couvraient presque les pleurs. Tout le monde savait. Les regards accusateurs transperçaient Thomas. Comment avez-vous pu sacrifier votre propre fils, étudiant et seul, pour vos projets matériels? Au milieu des chants de deuil et des larmes amères de sa mère, Samy était officiellement déclaré mort. Personne ne se doutait qu'à des milliers de kilomètres de là, sous un ciel européen, le jeune homme venait tout juste de renaître. 22 années s'étaient écoulées depuis que le sable brûlant de la côte africaine avait manqué d'engloutir Samy. Le jeune lycéen, fuyant la faim, n'était plus qu'un lointain souvenir. À 40 ans, Samy était devenu un homme d'affaires brillant et respecté au Portugal.
Il avait bâti sa réussite à la sueur de son front, s'offrant une vaste villa sécurisée. Une vie millimétrée, protégée le jour par un premier gardien et la nuit par un second. Mais dans cette forteresse dorée, la solitude commençait à peser. L'heure de fonder une famille avait sonné. C'est ainsi qu'il croisa le chemin de Léa, une femme charmante, lumineuse et surtout originaire du même pays que lui. Le courant était passé instantanément. Leurs racines communes avaient tissé un lien évident, naturel. Pourtant, Samy, prudent par nature, refusait de l'éblouir avec son argent. Il voulait que Léa s'attache à l'homme, pas à ses biens matériels. Pour leur rendez-vous, il lui donna donc l'adresse d'une petite terrasse de quartier, modeste et en plein air, dans la même ruelle que sa maison. Installés autour de 2 verres, les rires fusaient. La conversation était fluide, mais soudain, des cris éclatèrent de l'autre côté de la voie. Des passants s'écartaient précipitamment. Un homme en haillons, les cheveux hirsutes, courait à perdre haleine en pourchassant des inconnus. C'était un vagabond portugais, bien connu du quartier pour ses crises de démence. Samy le regardait faire, jusqu'à ce que le fou ne lâche soudainement ses cibles pour foncer droit vers leur table. Il pila net. Ses yeux exorbités se fixèrent sur Samy. « Et toi » hurla le fou avec une voix rocailleuse. « Qu'est-ce que tu fais avec cette femme ? Tu fais quoi avec cette fille ? Ce n'est pas ta femme, voleur de femmes. Tu es un voleur de femmes. » Samy, totalement déconcerté, jeta un coup d'œil à Léa. « Tu le connais ?» demanda-t-il abasourdi. « Non, moi je ne le connais pas du tout, » répondit-elle, reculant sur sa chaise. Samy se tourna vers l'homme. « Monsieur, mais moi je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que vous dites, je suis voleur de femmes, comment ?» Mais le fou ne voulait rien entendre. Frappé d'une crise de rage soudaine, il tenta de se jeter sur Samy. Pris de court et refusant de se battre en pleine rue avec un déséquilibré, Samy prit la fuite. Le vagabond le prit en chasse sur quelques mètres, hurlant ses insultes. « Voleur de femmes !» Après une course chaotique, le fou finit par s'éloigner de la terrasse, crachant ses injures au vent, laissant une foule perplexe commencer à chuchoter. Mais pourquoi il l'appelle voleur de femmes ? Honteux et décoiffé, Samy revint vers la terrasse. L'ambiance était ruinée. Gênée et démoralisée par ce scandale public, Léa préféra écourter la soirée et rentrer chez elle. Samy regagna sa villa, l'esprit embrouillé par cet incident absurde. Quelques jours plus tard, désireux de rattraper ce rendez-vous gâché, Samy rappela Léa. Fini les terrasses exposées. Cette fois, il lui proposa de se voir chez lui, estimant que ce serait beaucoup plus sécurisant que les endroits publics. Elle accepta. Samy vint l'accueillir pour faire le reste du chemin ensemble vers sa villa. Ils marchaient côte à côte, détendus, mais pour arriver chez lui, il fallait inévitablement repasser devant la fameuse terrasse. Soudain, le cauchemar recommença. De l'autre côté du goudron, le vagabond les avait repérés de loin. Il traversa la route à toute vitesse et vint se planter juste devant eux. « Mais toi, je t'avais dit non !» vociféra le fou. « Je t'avais interdit, je t'avais défendu. Je t'avais dit d'arrêter. Voleur de femmes. Tu n'entends pas ? Voleur de femmes. » Les clients de la terrasse se levèrent. Samy lui-même ne comprenait plus. Cette fois, il prit son courage à 2 mains et fit face à l'homme. « Mais toi, tu es fou. »« Oui, je suis fou, répondit le vagabond en frappant son torse. « Oui, je suis fou, mais tu es voleur de femmes. » Samy, à bout de nerfs, haussa le ton. « Bon, si je suis voleur de femmes, elle est à qui cette femme ? J'ai volé la femme de qui ? Cette femme, elle appartient à qui ?» Le fou pointa un doigt crasseux vers Léa et lâcha, droit dans les yeux de Samy. « Elle appartient à moi. C'est ma femme. » Léa sursauta, pétrifiée. « Qu'est-ce qu'il raconte ?» souffla-t-elle. « C'est ma femme !» insista le fou, de plus en plus agressif. « Ce n'est pas ta femme. Il faut arrêter avec ma femme. » Sur la terrasse, l'incompréhension laissa place au rire. Le gérant, qui avait observé toute la scène, sortit et s'adressa à des jeunes du quartier présents ce jour-là. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui ? La fois dernière, ils étaient venus boire ici. Le fou lui a fait le même coup. Et là encore, il le traite de voleur de femmes. Le gérant raconta l'anecdote aux jeunes en rigolant. Donc quoi ? Il l'a surnommé voleur de femmes. Les jeunes éclatèrent de rire, répétant l'expression. Pendant ce temps, le fou voulait à nouveau bondir sur Samy. Des passants durent s'interposer pour le retenir, lui criant d'arrêter. Voyant que la situation dégénérait à chaque fois, Samy prit une décision radicale. « Écoute, dit-il à Léa, ce fou a un problème avec nous. Rentre chez toi, c'est un peu dangereux ici. Il peut nous balancer un objet et tu peux te faire mal. » Léa fit demi-tour et partit précipitamment. La foule réussit à calmer le fou, qui finit par s'éloigner. Samy, le cœur lourd, rentra chez lui. Le soir même, il raconta toute l'histoire à son gardien de nuit. En tout cas, moi je ne comprends pas, soupira Samy.
Je ne comprends pas pourquoi il fait toujours ça quand je suis avec cette fille. Est-ce qu'il a déjà vu cette fille? Je n'y comprends rien. Samy décida de faire une pause avec Léa. Il avait besoin de digérer cette histoire qui commençait sérieusement à le déranger. Mais le pire restait à venir. Le gérant de la terrasse avait raconté l'histoire aux jeunes du quartier et ces derniers l'avaient gravée dans leur mémoire. Un jour, en rentrant du boulot, Samy vint garer sa voiture devant sa villa. En sortant de son véhicule, il aperçut le gérant au loin, en train de rigoler avec le groupe de jeunes. « Vous avez vu le monsieur qu'on a surnommé voleur des femmes par le fou là ?» lança le gérant. Les jeunes éclatèrent de rire. Et à partir de ce jour-là, à chaque fois qu'il croisait Samy dans la rue, il l'appelait systématiquement le voleur de femmes. Samy ne disait rien, gardant tout dans son cœur, mais cette situation commençait à le ronger. Une colère froide et grandissante prenait possession de lui. Il n'aimait pas qu'on l'appelle ainsi, et ce surnom, devenu la risée du quartier, menaçait de le faire exploser. Les semaines passèrent, mais le surnom, lui, restait. Dans le quartier, Samy n'était plus l'homme d'affaires respecté, il était devenu le fameux voleur de femmes. Le vagabond rôdait toujours dans les parages, observant de loin, prêt à bondir. Pour Samy, la situation était devenue invivable. Lui, d'ordinaire si calme, sentait une rage sourde s'accumuler dans sa poitrine. Il devait changer de stratégie. Puisque son propre quartier était devenu un terrain miné, il décida d'emmener Léa loin de là. Un samedi, il l'invita pour une escapade à l'extérieur de la ville. Loin des regards moqueurs et de la folie du vagabond, la journée fut parfaite. Ils rirent, visitèrent des endroits magnifiques et la connexion entre eux se renforça comme jamais. En fin d'après-midi, le cœur léger, Samy prit une décision. Il était temps de lui montrer où il vivait. Il ne lui avait jamais dit que sa villa se trouvait à quelques rues seulement de la fameuse terrasse. La voiture s'engagea dans la ruelle paisible et s'arrêta devant le grand portail métallique. Samy klaxonna 2 fois. À l'intérieur, le gardien s'empressa de venir ouvrir. Mais alors que les lourds battants s'écartaient, une ombre surgit de nulle part. Le fou. Il s'était jeté au milieu de l'allée, bloquant le passage, les bras grands ouverts. Si Samy avançait, il l'écrasait. La goutte d'eau, la coupe venait de déborder. Le sang de Samy ne fit qu'un tour. Il coupa le moteur, ouvrit sa portière à la volée et marcha droit sur l'homme. « Mais c'est quoi ton problème à la fin ?» hurla Samy, les poings serrés. « Qu'est-ce que tu me veux ?» Le fou le regarda avec un rictus de défi. « Tu pensais quoi? Que tu pouvais rentrer comme ça dans ta maison avec ma femme sans que je le voie? Dégage de là !» gronda Samy. « Dégage de devant ma maison. On ne se connaît pas. Je ne suis pas responsable de ta folie. Va chercher tes problèmes dans ta famille, mais laisse-moi vivre en paix. » L'éclat de voix avait attiré les curieux. Rapidement, un attroupement commença à se former devant la parcelle. Les murmures habituels reprirent. « C'est le voleur de femmes. » Le vagabond, fort de ce public, bomba le torse. « Si tu veux que je bouge, fais sortir ma femme de ta voiture. » Exaspéré, Samy se tourna vers son gardien. « Dégage-le de là. » Le gardien s'avança pour empoigner l'intrus, mais le fou recula d'un pas vif. Son regard devint noir, sauvage. Il se baissa, ramassa une grosse pierre sur le bas-côté et la brandit au-dessus de sa tête, prêt à fracasser le crâne du vigile. En voyant cette menace physique s'ajouter à l'humiliation publique qu'il subissait depuis des semaines, quelque chose se brisa en Samy. La rationalité le quitta. Ignorant le danger, il fonça sur le vagabond. Il lui attrapa violemment le bras, le déséquilibrant, et le tira vers le capot de la voiture. Le fou essaya de se débattre, de frapper avec sa pierre, mais Samy fut plus rapide. Un premier coup de poing brutal, foudroyant, s'écrasa contre la tempe du déséquilibré. Puis un second, d'une violence inouïe, atterrit en plein sur son front. Le choc fut terrible. Le fou lâcha sa pierre et s'effondra lourdement sur le bitume, le crâne en sang. Aveuglé par la colère, Samy s'avança pour l'achever, mais plusieurs bras le ceinturèrent immédiatement. Son gardien et quelques passants le tirèrent en arrière. « Arrête, Samy, arrête !» criait un voisin en le retenant. « Il est malade, toi tu es normal. S'il meurt ou si tu le blesses gravement, sa famille va sortir de l'ombre et on viendra te chercher. La justice te donnera tort. Ne gâche pas ta vie pour un fou. » Samy, allaitant, fixa ses poings tremblants. La tension retomba d'un coup. Au sol, le vagabond gémissait. Loin de son arrogance passée, il semblait soudain minuscule. Il se releva péniblement, prit un vieux chiffon dans son sac pour éponger le sang qui coulait sur son visage et s'éloigna en titubant, sans un mot, sous le regard médusé de la foule. Tremblant encore d'adrénaline, Samy remonta dans la voiture. Ils entrèrent dans la cour en silence. La soirée était gâchée. Après avoir discuté quelques minutes à l'intérieur pour rassurer Léa, choquée par la scène, il préféra la raccompagner chez elle. Pourtant,
Cette explosion de violence eut un effet inattendu. Les jours passèrent, puis les semaines, et le fou ne réapparut jamais. La leçon avait été brutale, mais efficace. Le vagabond avait changé de quartier. Les moqueries s'éteignirent. Samy était enfin libre. L'esprit soulagé, il reprit ses rendez-vous avec Léa. Leur relation s'épanouissait. Un soir, après une magnifique sortie en ville, la nuit était déjà bien avancée. Samy lui proposa de ne pas rentrer chez elle à cette heure tardive et de passer la nuit chez lui. Léa, en confiance, accepta avec un sourire. Mais alors qu'il roulait vers la villa, un bruit sec retentit sous le véhicule. Le volant tira brusquement sur la droite. Un pneu venait de crever, en pleine rue déserte. Samy se gara sur le bas-côté, alluma ses feux de détresse et sortit la roue de secours. Alors qu'il finissait de resserrer les derniers boulons dans la pénombre, des bruits de pas résonnèrent. 5 jeunes hommes encerclèrent la voiture. Des brigands. « Vous allez où, comme ça ?»« À cette heure-ci » lança le chef de la bande, le regard vicieux braqué sur Léa, restée dans l'habitacle. « C'est bon, la roue est changée. On s'en va » répondit froidement Samy en rangeant sa clé en croix. Mais l'un des braqueurs s'interposa. « Toi, tu peux y aller, mais la fille, elle reste avec nous. » Samy se figea. Il regarda les 5 hommes. C'était impossible. Il ne l'abandonnerait jamais. « Touchez pas à ma voiture. Écartez-vous, » ordonna-t-il, la voix dure. Le chef sourit, sortit une lame et la bagarre éclata. Samy se défendit comme un lion, parant les premiers coups, frappant avec l'énergie du désespoir pour protéger Léa. Mais ils étaient trop nombreux. Rapidement submergé, il tomba à genoux sous une pluie de coups de pied et de poings. 2 bandits se ruaient déjà sur la portière de Léa quand des gyrophares bleus illuminèrent la rue. La police. Une patrouille de nuit pila à leur hauteur. La plupart des agresseurs prirent la fuite dans les ruelles, mais les agents réussirent à en plaquer 2 au sol. Ils relevèrent Samy, le visage tuméfié et en sang, ainsi que Léa, terrorisée. Devant la confusion de la scène, les policiers embarquèrent tout le monde au poste. Samy et Léa passèrent la nuit entière en garde à vue, séparés. Ce n'est qu'au petit matin, après les interrogatoires et le constat de la voiture restée sur les lieux avec le pneu crevé, que l'inspecteur comprit qu'ils étaient les victimes. Ils furent relâchés. Le corps meurtri, Samy dut passer l'après-midi à l'hôpital pour soigner ses blessures avant de pouvoir enfin rentrer chez lui. Le soir, assis dans son jardin, couvert de pansements, il raconta cette nuit cauchemardesque à son gardien de nuit. Le vieil homme écouta attentivement, le visage grave, avant de secouer la tête. « Patron, ce n'est pas cohérent tout ça, c'est même suspect. »« Quoi donc ?» soupira Samy, épuisé. À chaque fois que vous essayez d'aller plus loin avec cette femme, un malheur s'abat sur vous. D'abord le fou qui vous traite de voleur de femme, comme si elle ne vous appartenait pas. Ensuite, le jour où vous voulez la faire dormir ici, un pneu crève et vous manquez de vous faire tuer. C'est un signe, patron. La nature ou Dieu vous bloque la route. Peut-être qu'il ne faut pas brûler les étapes. Épousez-la d'abord. Les mots du gardien résonnèrent profondément en Samy. C'était une évidence. Le destin s'acharnait parce qu'il ne faisait pas les choses dans l'ordre. Dès le lendemain, il donna rendez-vous à Léa. Il lui parla à cœur ouvert, évoquant ses signes funestes et sa volonté de bâtir leur avenir sur des bases solides et pures. « Je veux t'épouser, Léa. Faisons les choses bien. Rentrons au pays et allons voir tes parents. » Léa, étudiante en 3e année, fut bouleversée par cette demande officielle et sincère. Elle accepta immédiatement. Le projet était lancé. Mais alors qu'ils achetaient leurs billets pour le continent africain, une pensée s'imposa à Samy. Il ne pouvait pas se marier, fonder sa propre famille en ignorant la sienne. Cela faisait 23 ans. Il avait fui la faim, la colère et s'était construit seul. Mais pour devenir un époux, il devait d'abord redevenir un fils. Il décida en secret que leur premier arrêt au pays ne serait pas chez les parents de Léa, mais dans son propre village, Kenda. Quelques jours plus tard, l'air chaud et lourd de l'Afrique enveloppait les 2 voyageurs à leur descente de l'avion. Ils prirent aussitôt la route pour Kenda. Durant le trajet en autocar, Samy remarqua l'attitude étrange de Léa. Elle fronçait les sourcils, regardait le paysage avec une nervosité grandissante et semblait perdue dans ses pensées. « Pourquoi tu fronces les sourcils ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demanda-t-il doucement. « Non, rien, c'est rien », éluda-t-elle avec un sourire forcé. L'autocar les déposa à l'entrée du village. Valise à la main, ils commencèrent à marcher sur la piste en terre rouge. Samy ignorait un détail crucial. Un détail effroyable. Depuis 2 décennies, pour tous les habitants de cette région, il n'était pas un homme qui avait réussi en Europe. Il était un adolescent mort, tué par des coupeurs de route, pleuré et officiellement enterré lors d'une veillée funèbre. Au fur et à mesure qu'ils avançaient dans les ruelles, les regards se braquaient sur eux. Les villageois s'arrêtaient net.
Certains lâchaient leurs outils, d'autres portaient la main à leur bouche. Sami pensait qu'on le reconnaissait simplement après une longue absence. Mais les visages qu'il croisait n'exprimaient pas la joie des retrouvailles. Ils exprimaient la terreur absolue. C'est lui. Mais comment est-ce possible? Chuchotaient les voix tremblantes sur leur passage. Ils arrivèrent enfin devant la concession familiale. Thomas et Nadine, vieillis par les années et le chagrin, étaient assis dans la cour. Quand Thomas leva les yeux et croisa le regard de l'homme qui se tenait devant sa porte, il se leva d'un bond, renversant sa chaise. Nadine étouffa un cri perçant. Ignorant totalement la présence de Léa, les deux parents âgés se mirent à courir. Ils se jetèrent sur Sami, l'agrippant, le touchant frénétiquement pour s'assurer qu'il était bien de chair et d'os. « Notre fils !» hurlait Nadine en éclatant en sanglots, le serrant à lui briser les côtes. « Seigneur, notre fils, tu es vivant !» Sami, figé, se laissa enlacer, submergé par l'émotion. Autour d'eux, la rumeur avait déjà enflammé le village. Une foule immense, paniquée et fascinée, convergeait vers la maison. « Mais il était mort !» criaient certains. « C'est le fils Thomas, il est ressuscité !» Le chaos était total. La pression humaine devenait telle que la clôture de la concession menaçait de céder. Les cris, les pleurs et la ferveur mystique de la foule créaient une émeute sans précédent. C'est alors que le hurlement d'une sirène déchira l'air. La police locale, alertée par ce mouvement de panique massif, fendit la foule. Les agents durent former un cordon de sécurité autour de la famille pour empêcher les villageois de les écraser, exigeant le silence pour qu'enfin, le mort revenu à la vie puisse raconter son histoire. Pendant que la cour familiale de Kenda menaçait d'imploser sous les cris et les pleurs, un détail frappant avait échappé à Sami. Depuis qu'ils avaient posé le pied dans le village, l'attitude de Léa avait radicalement changé. Elle qui était si radieuse dans l'avion semblait s'être éteinte. Ses sourcils étaient froncés, son regard perdu dans le vide. Elle était là, physiquement présente, mais son esprit semblait embourbé dans un gouffre de réflexions fiévreuses. Sami, happé par l'hystérie de la foule et l'étreinte étouffante de Thomas et Nadine, n'avait pas le temps d'analyser le comportement de sa fiancée. Il fallait d'abord survivre à cette émeute. La police locale, débordée, réussit finalement à repousser les villageois et à imposer un silence précaire. Un officier s'avança vers Sami, le visage fermé. « Bon, puisque tout le monde vous croyait 6 pieds sous terre, expliquez-nous, comment êtes-vous en vie ?» Debout au milieu de cette cour qu'il avait fui 23 ans plus tôt, Sami prit une profonde inspiration. Avec une voix d'abord tremblante, puis chargée d'une émotion brute, il raconta. Il raconta la faim qui tordait le ventre, l'abandon, l'enveloppe vide du samedi. Il raconta la marche du désespoir, les coups impitoyables des bandits dans la forêt, la fièvre qui dévorait ses os, et finalement ce bateau portugais qu'il avait arraché à la mort. Ces mots résonnaient dans le silence de mort du village. La pitié s'empara de l'assistance. Puis, très vite, cette pitié se transforma en une colère noire dirigée vers Thomas et Nadine. « C'est de votre faute !» hurla une vieille femme dans l'assemblée. « Vous l'avez affamé. Vous avez sacrifié cet enfant. Honte à vous, » renchérit un homme. « Regardez le bel homme qu'il est devenu et vous l'aviez jeté aux chiens. » Les parents de Sami baissaient la tête, terrassés par la culpabilité et les larmes. La tension était à son comble. L'officier de police leva la main pour calmer la vindicte populaire. L'histoire était claire. Le mystère de la résurrection était levé. L'atmosphère commença à s'apaiser. C'est alors qu'un homme plus âgé s'approcha discrètement de l'officier et lui glissa quelques mots à l'oreille, pointant Léa du menton. L'officier fronça les sourcils, soudain perplexe, et se tourna à nouveau vers Sami. « Bien, nous comprenons ce qui s'est passé il y a 23 ans, » reprit le policier. « Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé à revenir exactement aujourd'hui ?» Sami, soulagé d'avoir vidé son sac, retrouva un léger sourire. « Je suis revenu pour faire la paix, parce que je dois me marier. Et malgré le passé, je refusais d'épouser une femme sans la bénédiction de mes parents. » Thomas, les yeux rougis, fit un pas vers lui. « Mon fils, nous te demandons pardon pour tout. Nous sommes là, nous t'écoutons. » L'officier regarda autour de lui. « C'est très bien. Et elle est où, cette femme que vous venez épouser ?» Sami se tourna et tendit la main vers Léa, toujours en retrait. « C'est elle, c'est ma fiancée. » Le choc fut sismique. Un cri d'horreur absolue déchira la cour. Ce n'était pas un cri de surprise, c'était un hurlement de terreur. Des femmes portèrent les mains à leur tête, d'autres reculèrent comme si elles venaient de voir le diable en personne. Thomas et Nadine se figèrent, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Sami, le bras toujours tendu, resta pétrifié. Son sourire fondit. L'incompréhension totale le frappa. « Mais pourquoi vous réagissez comme ça ?» balbutia-t-il.
L'officier de police s'avança, le visage décomposé. « Sami, la femme que tu es venu épouser, c'est Léa, c'est ta petite sœur. » Petite sœur? Le monde de Sami s'effondra. Ses oreilles se mirent à bourdonner. L'air quitta ses poumons. Sa petite sœur. Il pivota lentement vers Léa. Elle ne fut pas surprise. Elle pleurait déjà à chaudes larmes, le visage livide, recroquevillé sur elle-même. Les pièces du puzzle s'étaient assemblées dans sa tête bien plus tôt, sur la route quand elle avait reconnu les paysages de son enfance. Et surtout, quand Thomas et Nadine, ses propres parents qu'elle n'avait pas vus depuis 3 ans d'études, s'étaient jetés sur son fiancé en l'appelant « mon fils ». Elle savait. Elle subissait l'horreur en silence depuis plus d'1 heure. Sami vacilla. Les murmures indignés de la foule l'assaillaient. « Quelle abomination ! Seigneur, pardonne-nous ». L'explication de leur aveuglement était aussi tragique que simple. Sami avait changé de nom au Portugal pour effacer son passé. Il fuyait le sujet de sa famille comme la peste, prétendant être orphelin. Léa, respectant la douleur de l'homme qu'elle aimait, ne posait pas de questions et évitait de parler de ses propres parents. Ils s'étaient aimés dans le mensonge par omission, glissant sans le savoir vers l'inceste. Sami tenait sa tête à 2 mains, le regard perdu. Mais comment? Comment s'est-elle retrouvée là-bas au Portugal? Murmura-t-il, incapable de faire sens de ce cauchemar. C'est Thomas qui s'avança, le visage inondé de larmes, tombant presque à genoux devant son fils. « Ta mort présumée nous a détruits, Sami. Le poids de notre culpabilité nous empêchait de dormir. Quand Dieu nous a fait la grâce d'avoir d'autres enfants après ta disparition, en commençant par Léa, ta mère et moi avons fait un serment devant l'Éternel. Nous avons juré de nous sacrifier, de ne jamais répéter l'erreur fatale que nous avions commise avec toi. Nous nous sommes saignés à la tâche. Dès que Léa a obtenu son baccalauréat, nous avons mis nos dernières économies pour l'envoyer poursuivre ses études en Europe, pour lui offrir ce bel avenir que nous t'avions volé. » L'officier, sentant le drame absolu, posa la question que tout le village redoutait. « Sami, dites-moi la vérité devant Dieu. Avez-vous consommé cette relation? Êtes-vous déjà mari et femme dans l'intimité? » Sami, en larmes, secoua la tête, la voix brisée. « Non, non, jamais. À chaque fois qu'on voulait franchir le pas ou passer la nuit ensemble, un malheur s'abattait sur nous. Une agression, un accident, quelque chose nous a toujours empêchés de dormir dans la même pièce. C'est pour ça que j'ai voulu l'épouser d'abord. » Un soupir de soulagement colossal balaya la cour. Dieu merci. La foule clama des louanges. L'irréparable avait été évité de justesse. Mais le mal psychologique, lui, était fait. Thomas et Nadine déclarèrent fermement que ce mariage était une hérésie impossible. Léa, traumatisée, devait rester au village. « Non », trancha Sami d'une voix éteinte. « Nous devons repartir. Tout le monde au Portugal croit que nous sommes allés nous marier. Nous avons des vies, des appartements à vider, des situations à clarifier. Elle doit finir ses études. Nous repartons. » 2 jours plus tard, ils étaient dans l'avion du retour. Le trajet fut d'une maladresse spectaculaire et d'un comique presque grinçant. Eux qui étaient partis en se tenant la main, les yeux pleins de désir, se retrouvaient assis côte à côte, raides comme des piquets. Quand Sami voulut attraper son verre d'eau et frôla la main de Léa, ils bondirent tous les deux comme s'ils s'étaient brûlés au 3e degré. « Pardon, frérot », murmura Léa, les joues en feu en regardant fixement par le hublot. « Pas de souci. »« Serette », répondit Sami, déglutissant péniblement en fixant le siège devant lui. L'ambiance était irréelle. À leur arrivée à Lisbonne, Sami déposa Léa chez elle et fonça se réfugier dans sa villa. Il avait besoin de parler. Il trouva Manuel, son vieux gardien de nuit, posté près de l'entrée. Sami s'effondra dans un fauteuil de jardin et les mains tremblantes lui raconta l'enfer qu'il venait de vivre. Son retour, le résumé de sa mort présumée et la bombe finale. Léa était sa sœur de sang. Manuel l'écouta, la bouche entr'ouverte, les yeux ronds comme des soucoupes. À la fin du récit, le vieux gardien attrapa sa tête à 2 mains. « Madre de Dios !» murmura-t-il, l'abasourdi. Puis, le regard de Manuel se figea. Une lueur de compréhension terrifiante traversa ses yeux. Il se tourna lentement vers son patron. « Patron, tu te rappelles du fou ?» Sami fronça les sourcils, la tête lourde. « Le vagabond? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ?»« Patron, réfléchis !» s'exclama Manuel en se levant. « À chaque fois que tu étais avec elle, qu'est-ce qu'il hurlait? Il te traitait de voleur de femmes. Et alors? Il disait que c'était sa femme. Non, patron, il voulait dire que ce n'était pas la tienne. Il s'interposait, il vous bloquait la route. Le jour où tu l'as frappé devant le portail, c'est parce qu'il s'était couché devant ta voiture pour t'empêcher de la faire entrer chez toi. » Sami se leva d'un bond. Son cœur rata une pulsation. La scène repassa au ralenti dans son esprit. « Tu pensais quoi? Que tu pouvais rentrer comme ça dans ta maison avec ma femme?
Le fou ne revendiquait pas Léa. Dans son délire, il incarnait une barrière morale, une force brutale et divine qui tentait de les empêcher de commettre l'irréparable. Il n'était pas fou, il était un bouclier. Et pour le remercier de lui avoir sauvé l'âme, Samy l'avait roué de coups en pleine rue. Il l'avait fait saigner. Il l'avait humilié devant tout le quartier jusqu'à le faire fuir. Une culpabilité d'une violence inouïe s'abattit sur les épaules de Samy. Ses jambes vacillèrent. « J'ai frappé l'homme qui m'a sauvé de l'abomination », souffla Samy, la voix étranglée. « Je l'ai blessé, Manuel. »« Patron, » dit le vieux gardien d'un ton solennel, « ce type t'a sauvé la vie. Tu ne peux pas laisser les choses comme ça. » Samy regarda la rue sombre à travers les barreaux de son portail. Ses poings se serrèrent, non plus de colère, mais de détermination. « Tu as raison. Dès demain, je le cherche. Il faut que je le retrouve. » Les mois qui suivirent le retour chaotique d'Afrique furent une longue et silencieuse quête de rédemption pour Samy. Dès le lendemain de sa terrible révélation, accompagné de Manuel, son fidèle gardien de nuit, il s'était mis à la recherche du vagabond. Ils avaient arpenté les ruelles, interrogé les commerçants, poussé leurs recherches jusqu'au quartier périphérique et insalubre de Lisbonne. Mais la réponse était inlassablement la même. Le fou avait disparu. Personne ne l'avait vu depuis des lustres. Le cœur de Samy était rongé par le remords. Cet homme, qui l'avait humilié et roué de coups devant une foule moqueuse, était le seul rempart qui l'avait empêché de commettre la pire abomination de sa vie. Ne pas pouvoir lui demander pardon est une torture quotidienne. Finissant par craindre que le vagabond ne soit mort dans un fossé, Samy avait, la mort dans l'âme, abandonné les recherches. Parallèlement, il fallait reconstruire sa vie, ou plutôt la reconfigurer. La relation entre Samy et Léa s'était d'abord heurtée à un immense malaise. Il était atrocement difficile de transformer un regard de fiancé en un regard de grand frère. Mais avec le temps, le sang avait repris ses droits. Une tendresse fraternelle, saine et protectrice s'était installée. Samy veillait désormais sur elle, finançant ses études, s'assurant qu'elle ne manque de rien. Il était enfin devenu le frère aîné qu'il aurait dû être. Mais la dette qu'il avait envers le destin, elle, restait impayée. Un soir, en rentrant du travail, le hasard voulut que la circulation le force à passer devant la fameuse terrasse en plein air, là où tout avait commencé. En voyant les tables, une intuition fulgurante le frappa. Il gara sa voiture et s'avança vers le comptoir. Le gérant, un homme jovial nommé Thiago, le reconnut immédiatement et esquissa un sourire en essuyant un verre. « Tiens donc, ça fait un bail? Vous venez boire un verre ?»« Non, » répondit Samy, le visage grave. « Je cherche quelqu'un. »« Thiago, tu te souviens du vagabond? Celui qui m'avait fait un scandale ici même, la première fois en me traitant de voleur de femmes ?» Thiago rit de bon cœur. « Oh, comment l'oublier? Toute la rue s'en souvient. Je le cherche, » expliqua Samy d'une voix tendue. « Je le cherche depuis des mois. Il faut que je le trouve, c'est vital. » Thiago fronça les sourcils, intrigué. « Le chercher? Mais pourquoi faire? La dernière fois que j'ai entendu parler de vous deux, c'est quand vous vous êtes battus devant votre villa. Pourquoi vouloir le revoir? » Samy prit une profonde inspiration. « Je dois lui demander pardon. Et je dois le remercier. »« Le remercier ?» répéta Thiago, incrédule. « Écoutez, monsieur, c'est un déséquilibré. Si vous y allez pour lui demander pardon, il ne comprendra même pas. Vous risquez juste de vous attirer de nouveaux problèmes. Laissez tomber, demandez pardon à Dieu si ça vous chante, mais laissez ce pauvre fou tranquille. Tu ne comprends pas, » insista Samy en posant les mains sur le comptoir. Ce qu'il criait, ce n'était pas de la folie, il disait la vérité. Face au regard insistant et désespéré de Samy, Thiago l'écouta. Samy lui fit alors un résumé rapide, lui avouant l'impensable. Le voyage en Afrique, la femme qu'il devait épouser, et la découverte terrifiante qu'elle était sa propre petite sœur. « Tu comprends maintenant ?» conclut Samy, la voix tremblante. « Ce fou voyait ce que j'étais incapable de voir. Il m'a bloqué la route, il m'a sauvé. Tant que je ne l'aurai pas retrouvé pour me racheter, je ne pourrai plus dormir en paix. » Le visage de Thiago s'était métamorphosé. Son sourire avait disparu, laissant place à une stupeur respectueuse. « Mon Dieu !» souffla le gérant. « C'est incroyable. Écoute, je vais être franc avec toi. Moi non plus, je ne le vois plus dans le quartier. Mais je sais où on peut le trouver. » Samy sentit son cœur bondir. « Tu le connais ?»« Bien sûr que je le connais, » répondit Thiago avec un brin de tristesse. « Il s'appelle Raoul. Les gens ne voient qu'un fou crasseux, mais Raoul est un intellectuel. On a grandi ensemble, on a été à la même école. Moi, j'ai arrêté tôt, mais lui, il est devenu un brillant ingénieur. Un grand cadre. Et puis un jour, son esprit a lâché. On ne sait pas s'il a touché à la mauvaise magie, s'il est entré dans une secte ou si la pression l'a brisé. Mais il a tout perdu.
S'il venait souvent traîner devant ma terrasse, c'est parce qu'au fond de lui, il savait que je ne le chasserais pas. Emmène-moi à lui. S'il te plaît, implora Samy. Tiago n'hésita pas. Il laissa les consignes à son serveur et peu après, Samy, accompagné de Manuel qui l'avait appelé en renfort, et Tiago prirent la route. Ils quittèrent les beaux quartiers pour s'enfoncer dans une zone résidentielle plus excentrée. La voiture s'arrêta dans une ruelle étonnante. D'un côté, une somptueuse villa avec un portail en fer forgé. Juste à côté, collée au mur de la grande propriété, une petite case en ciment, lugubre et délabrée. Tiago, incertain, demanda confirmation à un voisin qui passait. « Vous cherchez Raoul l'ingénieur ?» répondit l'homme. « Oui, c'est là. La grande villa, c'est celle de son oncle. Lui, on l'a mis dans l'annexe à côté. Mais franchement, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu sortir. » Le cœur battant, les trois hommes s'approchèrent de la case. La porte en tôle était entr'ouverte. Tiago toqua doucement. « Raoul, Raoul, c'est Tiago. » Aucune réponse. Tiago poussa la porte et la lumière du jour pénétra dans l'habitacle suffocant et nauséabond. Dans un coin, sur un petit matelas posé à même le sol, une silhouette squelettique était recroquevillée. C'était lui, mais il n'était plus que l'ombre de la bête féroce qui pourchassait Samy. Il avait atrocement maigri. « Raoul » appela Tiago en s'accroupissant. L'homme ouvrit péniblement les paupières. « Tiago » murmura-t-il d'une voix faible et rocailleuse. « Je suis malade. J'ai mal à la tête. La fièvre me brûle. »« Mais depuis quand tu es dans cet état ?» s'alarma le gérant. « Tu vas mourir ici si personne ne t'aide. » Raoul gémit en se recroquevillant. « Raoul, » reprit Tiago avec douceur, « il y a quelqu'un qui est venu te voir. » Samy s'avança dans la pénombre de la pièce. Il regarda cet homme brisé. « Tu te souviens de moi ?» demanda Samy d'une voix douce. « Il y a quelque temps, tu me traitais de voleur de femmes dans la rue. » Raoul le regarda avec des yeux vitreux, vides de tout souvenir. « Non, je ne sais pas de quoi tu parles. » Samy sentit les larmes lui monter aux yeux. Lentement, le riche homme d'affaires plia les genoux. Il s'agenouilla sur le sol poussiéreux, à quelques centimètres du matelas sale. On s'est battu. Je t'ai frappé avec une violence que je ne me pardonnerai jamais. Je suis venu te demander pardon, Raoul. Pardonne-moi. Si je peux encore me regarder dans un miroir aujourd'hui, si je suis encore un être humain digne de ce nom, c'est grâce à toi. Tu m'as sauvé la vie. Raoul cligna des yeux, épuisé. Pendant une fraction de seconde, une étrange lucidité sembla percer les brumes de sa fièvre. « D'accord », murmura-t-il d'un ton paisible. « Je te pardonne. Mais toi, tu ne m'as rien fait. » Samy et Tiago échangèrent un regard stupéfait. Ne comprenant pas, Samy insista, la voix nouée. « Si, Raoul, je t'ai frappé violemment devant ma maison. Je t'ai blessé, je t'ai fait saigner. » Le malade secoua faiblement la tête sur son matelas crasseux. Ses yeux s'assombrirent soudainement, remplis d'une tristesse infinie. « Non, » répéta-t-il avec une conviction troublante. « Toi, tu n'es pour rien. Tu ne m'as rien fait. C'est mon oncle qui m'a fait du mal. C'est lui. » En se relevant, Samy prit une décision irrévocable. Il se tourna vers Tiago et Manuel. « On ne peut pas le laisser mourir ici. On l'emmène à l'hôpital. »« Tout de suite. » Minute, intervint Tiago. « On ne peut pas embarquer un homme dément comme ça. S'il lui arrive malheur en route, on nous accusera. Il a une famille. Il faut l'autorisation de son oncle. » Ils sortirent de la case et allèrent toquer au grand portail de la villa voisine. Un homme d'un certain âge, l'oncle de Raoul, vint leur ouvrir. Il reconnut Tiago. « Tiago, qu'est-ce qui t'amène ?»« Bonjour, monsieur. Nous venons pour Raoul. Il est dans un état critique. Voici Samy. C'est avec lui que Raoul a eu une altercation il y a quelques mois. Il le cherchait pour lui présenter ses excuses, mais on l'a trouvé presque mort sur son matelas. » L'oncle écarquilla les yeux, sincèrement choqué. Il prit ses clés et se précipita dans la petite case avec eux. En découvrant l'état de son neveu, le vieil homme se mit les mains sur la tête. « Mon Dieu, Raoul, tu aurais pu frapper à la porte de la cour. Tu vas mourir ici. » Tiago regarda l'oncle. « Il faut l'hospitaliser, monsieur. » Le vieil homme baissa les yeux honteux. « L'hospitaliser ? Qui va payer ? Je n'ai pas les moyens pour des soins intensifs, et un fou à l'hôpital, c'est ingérable. On va essayer de lui acheter des aspirines. Je m'en charge. » La voix de Samy avait résonné avec une autorité absolue. L'oncle se tourna vers lui, abasourdi. « Vous voulez payer pour lui ? Mais pourquoi gaspiller votre argent pour un fou qui vous a agressé ? Je préfère qu'il meure un jour de sa folie plutôt que de le laisser mourir d'une fièvre qu'on peut soigner. C'est un être humain. J'ai une dette immense envers votre neveu, monsieur. Laissez-moi me racheter. Donnez-moi votre permission. » L'oncle, ému par cette détermination, hocha lentement la tête. « Vous avez ma permission. Que Dieu vous bénisse. » Ce qui suivit fut un moment de pure humanité. Samy, Manuel et Tiago soulevèrent Raoul. Avant de le mettre dans la luxueuse voiture de Samy, ils firent chauffer de l'eau.
Samy lui-même, les manches retroussées, aida à laver le corps sale de l'ingénieur déchu. Ils le rasèrent, lui coupèrent les cheveux et lui enfilèrent des vêtements propres que Samy avait fait acheter en urgence. Raoul avait retrouvé un visage humain, digne. À l'hôpital, la prise en charge fut totale. Samy paya les meilleurs soins. Quelques jours plus tard, la fièvre avait disparu. Raoul s'alimentait, reprenait des couleurs. Bien que son esprit soit toujours égaré dans les brumes de la folie, son corps était sauvé. Lorsqu'il fut ramené dans sa case, les choses changèrent. Samy refusait de l'abandonner à nouveau. Chaque semaine, il venait lui rendre visite. Il lui apportait des repas chauds, des vêtements, passait du temps assis à côté de lui. Raoul ne se rappelait toujours pas de l'histoire du voleur de femmes, mais il savait désormais qu'il avait un ami. Quand Samy arrivait, le visage du fou s'éclairait. Un jour, alors que Samy sortait de la case de Raoul après une visite chaleureuse, il entendit une voix l'appeler. L'oncle se tenait devant la grande villa. « Samy, venez donc boire un café. » Samy accepta et entra dans le grand salon. L'oncle le regarda avec un mélange d'admiration et de curiosité brûlante. « Je suis allé voir Raoul ce matin, » commença le vieil homme. « Il est métamorphosé. Il a pris du poids, il sourit. Vous avez fait un miracle. Mais dites-moi, Samy, comment saviez-vous qu'il était malade? Et surtout, au nom du ciel, qu'est-ce qui pousse un homme comme vous à dépenser autant d'argent et de temps pour un vagabond avec qui il s'est battu ?» Samy posa sa tasse de café sur la table basse. Le moment était venu. « Monsieur, » répondit Samy en le regardant droit dans les yeux, « si je prends soin de votre neveu, c'est parce que sa folie a été plus lucide que ma propre raison. Vous vous demandez pourquoi il me hurlait que j'étais un voleur de femmes. » L'oncle hocha la tête, suspendu aux lèvres de son invité. Et là, dans le silence feutré de la villa, Samy ouvrit son cœur. Il lui raconta la vérité, du premier jour à la terrasse jusqu'au cataclysme dans la cour du village en Afrique, la prophétie de Raoul, la révélation glaciale de la police, la sœur retrouvée de la pire des manières. Quand Raoul me bloquait la route, conclut Samy d'une voix chargée d'émotion, il ne cherchait pas à me voler ma fiancée. Il cherchait à m'empêcher de commettre l'irréparable avec ma propre sœur. Votre neveu, monsieur, a été l'ange gardien que Dieu a placé sur mon chemin. Le silence était retombé dans le grand salon de la villa. Samy posa sa tasse de café, le regard fixé sur Carlos, l'oncle de Raoul. Le vieil homme semblait encore absorbé par le récit incroyable qu'il venait d'entendre. Mais pour Samy, une pièce du puzzle manquait cruellement. « Carlos », commença Samy d'une voix hésitante, « j'ai une chose très importante à vous demander. La première fois que je suis entré dans cette petite case pour demander pardon à Raoul, il a eu un bref instant de lucidité. Il m'a pardonné, mais il a ajouté une phrase qui me hante depuis. » Carlos fronça les sourcils. « Quelle phrase ?» Il m'a regardé droit dans les yeux et il a dit « Toi, tu ne m'as rien fait. C'est mon oncle qui m'a fait du mal. » Le visage de Carlos se figea. Le vieil homme déglutit et soudain, toute la lumière sembla déserter ses yeux. Ses épaules s'affaissèrent. « Je n'osais pas vous poser la question, » poursuivit Samy avec douceur. « Le peu de temps que j'ai passé avec vous, j'ai vu un homme bon. Vous n'avez rien d'un bourreau. Alors, je voudrais comprendre. Que s'est-il passé entre vous pour qu'il porte une telle blessure dans sa folie ?» Carlos soupira. Un soupir lourd, chargé de décennies de chagrin. Il baissa la tête et fixa ses mains tremblantes posées sur ses genoux. « Tu es un bon garçon, Samy, » murmura le vieil homme. « Ton cœur est pur et ta reconnaissance t'emmènera loin. Mais mon neveu, Raoul n'est pas comme ça. Là où tu le vois là, Raoul, il est mauvais, il est ingrat. » Samy, stupéfait, s'avança sur son fauteuil. « Comment ça? Expliquez-moi. » Carlos prit une profonde inspiration, ravalant l'amertume qui lui brûlait la gorge. « Raoul est le fils de ma grande sœur. Elle l'a eu très jeune, avant de rencontrer son mari. Et cet homme, son époux, détestait Raoul. Il ne supportait pas de voir le fils d'un autre grandir sous son toit, surtout quand ils ont commencé à avoir leurs propres enfants. Raoul était rejeté, maltraité. Alors je l'ai pris avec moi. Il n'était qu'un petit garçon. Ma femme et moi n'avions qu'un seul enfant, une fille, Sophia. Nous avons élevé Raoul comme notre propre fils. Je l'ai nourri, je l'ai mis dans les meilleures écoles, je l'ai encadré. » Carlos fit une pause, les yeux brillants de larmes contenues. Il était brillant. Il est devenu un grand ingénieur. Sophia, de son côté, avait un avenir radieux. Elle occupait un excellent poste et s'était fiancée à un homme de pouvoir, un ministre. Ma vie était accomplie. Et puis, la trahison absolue a frappé. La voix de Carlos se brisa. Raoul a mis Sophia enceinte. Mon propre neveu a couché avec sa cousine, ma fille. Samy sentit son sang se glacer. L'horreur de la révélation le cloua à son siège. Quand le scandale a éclaté, continua Carlos, la voix tremblante de colère,
Le ministre a immédiatement annulé les fiançailles. Sofia a perdu son travail, sa réputation, son avenir. Mon monde s'est effondré. J'avais élevé un monstre qui avait dévoré la vie de ma propre fille. Le jour où je l'ai chassé de cette maison, je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit « Tu es le fils de mon sang, je ne lèverai pas la main sur toi. Mais puisque tu as détruit tout ce que j'avais bâti pour Sofia, tu vas me rembourser. Tu es ingénieur, tu gagnes bien ta vie. Tu vas me rembourser chaque centime que j'ai dépensé pour l'éducation et l'avenir de ma fille. » Et qu'a-t-il répondu? Murmura Sami, le souffle court. Il a balbutié des excuses, répondit Carlos avec amertume. Il pleurnichait en disant qu'il regrettait qu'ils avaient un peu bu et qu'ils ne l'avaient pas fait exprès. Des arguments pour fuir ses responsabilités. Mais quand je lui ai imposé de payer, il m'a dit que ça ferait des millions, qu'il ne pourrait jamais me rembourser. Et là, il a fini par s'en foutre. Face à ce manque de respect et son refus d'assumer, j'ai prononcé des paroles terribles. Je l'ai maudit. Je lui ai dit « Si ce que j'ai fait pour toi depuis ton enfance était mauvais, alors tu t'en sortiras. Mais si je t'ai sauvé avec un cœur pur et que tu m'as payé par cette abomination, alors Dieu s'occupera de toi. Le ciel te fera payer cette dette. » Le silence envahit la pièce, lourd, suffocant. Quelques mois plus tard, chuchota l'oncle, son esprit a commencé à s'effriter. Il parlait tout seul, il a perdu son travail et il a sombré dans la folie totale. Je l'ai récupéré dans la rue pour le mettre dans la case d'à côté. Sami resta pétrifié. Son cerveau tournait à une vitesse folle. Les pièces s'emboîtaient avec une violence inouïe. Raoul n'avait pas seulement deviné que Léa était la sœur de Sami. Raoul voyait en Sami le reflet de son propre péché. S'il s'était jeté devant la voiture, s'il hurlait, c'est parce qu'il portait dans sa chair, dans son âme brisée, le prix terrifiant de l'inceste. Il avait payé de sa raison cette abomination, et dans son délire, il avait tout fait pour empêcher un autre homme de brûler dans le même enfer. La compassion submergea Sami. « Et Sofia ?» demanda-t-il doucement. « Que devient votre fille ? Elle vit seule avec son fils. Elle se débrouille avec des petits boulots. J'ai tout perdu ce jour-là, Sami. Ma fille et mon fils adoptif. Et l'enfant, c'est-il qui est son père ? Non, s'exclama Carlos avec fermeté. J'ai été clair avec Sofia. Je lui ai dit que si un jour elle disait à ce garçon innocent que le fou qui erre dans les rues est son père, elle subirait la même punition que lui. L'enfant croit que son père est mort avant sa naissance. Sami, l'orphelin, l'homme qui avait été privé de l'amour des siens, sentit son cœur se serrer pour ce petit garçon sans père et cette mère brisée. Il planta son regard dans celui de Carlos. « Carlos, quel était le montant exact de cette dette ? Ce que vous lui aviez demandé pour réparer le préjudice de Sofia. » L'oncle, surpris, donna le chiffre exact, une somme colossale, le prix d'une vie de sacrifice. Sami ne s'ila pas. « Si je prenais cette charge, si je m'engageais à vous rembourser cette somme à sa place, accepteriez-vous de lui pardonner ?» Carlos écarquilla les yeux, croyant avoir mal entendu. « Quoi ? Tu veux payer la dette d'un fou ? Mais c'est une fortune. Pourquoi ferais-tu une chose pareille ? Ce que tu fais déjà pour le soigner, c'est bien plus que suffisant. » « Non, ce n'est pas suffisant, » répondit Sami, la voix vibrante d'une conviction inébranlable. « Je viens de comprendre l'ampleur de son sacrifice. En m'empêchant de commettre l'irréparable avec ma propre sœur, il m'a épargné la malédiction qui l'a détruit. Tant que je n'aurais pas effacé sa dette, je ne lui aurais pas rendu la monnaie de sa pièce. Prenez cet argent, Carlos. Laissez-moi racheter sa faute devant vous. Je veux qu'il soit libre de ce péché. De la même manière qu'il m'a pardonné dans cette case crasseuse, je veux que vous lui pardonniez à votre tour. » Carlos resta sans voix. Une larme roula sur la joue ridée du vieil homme. Jamais, dans toute son existence, il n'avait croisé un homme d'une telle droiture, capable d'un sacrifice aussi immense pour racheter l'âme d'un inconnu. Submergé par l'émotion, il hocha lentement la tête. « Si tu fais ça, Sami, que Dieu te le rende au centuple. J'accepte. J'ai une dernière requête, ajouta Sami en se levant. Donnez-moi l'adresse de Sofia. Je veux rendre visite à cet enfant. Je veux voir si je peux les aider, discrètement. » Carlos hésita. « Tu comptes lui révéler la vérité ? » ?»« Non, rassura Sami. L'innocence de ce garçon n'a pas à porter ce fardeau, ce n'est pas mon rôle. Je veux juste expliquer à Sofia qui je suis pour qu'elle n'ait pas peur si je décide de l'aider. » Carlos prit un bout de papier et griffonna une adresse dans un quartier modeste de la ville. Sami tint parole. Les jours suivants, il se rendit à sa banque et, fort de sa solide situation professionnelle, contracta un crédit personnel important. Lorsqu'il revint toquer à la porte de la grande villa, il posa sur la table de Carlos un chèque représentant la moitié exacte de la dette.
Le vieil homme, dont la retraite était devenue difficile à assumer avec les années, fondit en larmes en tenant le chèque entre ses mains. C'était l'argent de la paix, l'argent du pardon. Le soulagement se lisait sur le visage fatigué de Carlos. L'enveloppe épaisse posée sur la table scellait une paix inespérée, rachetant l'avenir volé de sa fille. Samy, le cœur enfin allégé, se leva pour prendre congé. « Attends » intervint soudainement Carlos en posant une main sur son bras. « Tu ne vas pas partir comme ça. Il faut que tu assistes au moins à ce que je vais faire. » Samy, perplexe, s'arrêta. « Mais, vous allez faire quoi ?»« Samy, tu m'as donné cet argent pour que je puisse pardonner à Raoul, » répondit le vieil homme avec gravité. « Mais le pardon, ce n'est pas juste des paroles en l'air jetées dans un salon. Je dois faire quelque chose. Je dois prononcer ces mots devant lui et devant toi. Même si le ciel décide de ne pas pardonner son acte, il faut que les anges, les esprits de nos ancêtres, toi et lui-même, sachiez que ma haine est éteinte. » Samy hocha la tête, comprenant la puissance symbolique de ce geste. Ensemble, ils sortirent de la villa et franchirent le petit muret qui séparait la grande cour de la case délabrée. Lorsqu'ils poussèrent la porte, Raoul était là, assis sur son matelas, propre et rasé. Ses yeux perdus fixaient un point invisible sur le mur. En voyant Samy, un léger sourire étira ses lèvres. Il ne mesurait pas l'immensité du drame qui se jouait, mais il savait que l'homme en costume était devenu son ami. Carlos s'avança au milieu de la pièce poussiéreuse. Il regarda cet homme brisé qu'il avait élevé comme son fils et sentit sa gorge se serrer. Le vieil homme s'approcha du matelas et lentement plia les genoux pour se mettre à la hauteur de son neveu. « Raoul, » commença Carlos, la voix tremblante. « Regarde-moi. » Raoul tourna lentement la tête. Ses yeux croisèrent ceux de son oncle. « Il y a des années, » poursuivit Carlos avec une émotion brute, « la colère m'a rendu aveugle. Tu avais commis une faute terrible envers Sofia, une faute qui a détruit notre famille. Et parce que tu ne pouvais pas réparer ce que tu avais brisé, je t'ai maudit. J'ai été ton père de substitution, celui qui t'a nourri et encadré, et c'est pour cela que mes paroles ont eu un tel poids. Ma malédiction a été la chaîne qui t'a tiré dans les ténèbres. » Raoul l'écoutait, silencieux, hochant doucement la tête avec un air soucieux, comme s'il essayait de capter un écho lointain de son propre passé. Carlos désigna Samy, resté en retrait. « Mais regarde cet homme, Raoul. Regarde ton ami. Ce que tu as fait pour lui dans le gouffre de ta propre folie est un miracle. Tu lui as permis d'éviter la catastrophe, d'échapper à l'abomination que tu avais toi-même commise. Et pour ça, je suis fier de toi. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues ridées du vieil homme. « Samy a racheté ta faute. Il a payé le prix de ta rédemption. Et parce qu'il a fait ce geste immense pour toi, je te pardonne. » Carlos posa ses deux mains sur les épaules frêles de son neveu. « Devant Dieu, devant la nature et devant cet homme, je te pardonne, Raoul. Toutes les mauvaises choses que j'ai dites à ton égard, je demande au ciel de les effacer. J'annule mes mots, j'annule ma malédiction. Je sais que cela ne te rendra peut-être pas la pleine lumière de ton esprit, mais s'il ne s'agit que de moi, tu n'as plus aucune dette. Tu es lavé de mon ressentiment. Pardonne-moi à ton tour de t'avoir condamné. » Le frisson qui traversa la pièce était palpable. Samy sentit ses propres yeux s'embuer. Raoul, le regard toujours voilé par son mal, posa une main tremblante sur celle de son oncle. Il ne prononça aucun mot sensé, mais son soupir apaisé valait toutes les réponses du monde. Samy s'avança à son tour. Il s'accroupit et serra l'épaule de Raoul avec une tendresse infinie. « Sois fort, mon ami. Tu es libéré. Je reviendrai te voir très vite. » Ils le laissèrent dans sa case, le visage étonnamment serein. Dans la cour, Carlos remercia Samy une dernière fois, l'étreignant comme un père étreint son fils avant de le laisser partir. Les jours suivants, Samy ressentit le besoin viscéral de tout confier à Léa. Il lui raconta l'intégralité de sa démarche. Les dettes de Raoul, le lourd secret de l'inceste avec Sofia et la scène poignante du pardon de Carlos. Léa écouta, horrifiée par le drame de cette famille, mais profondément bouleversée par l'ironie tragique du destin. « Il s'est jeté devant notre voiture pour nous sauver », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Il a vécu l'horreur pour nous empêcher de la vivre. Je veux le voir, Samy. La prochaine fois que tu iras, emmène-moi. Je veux le remercier de m'avoir sauvé. » Samy accepta d'un signe de tête. Mais avant cela, il lui restait une ultime promesse à honorer. La rencontre avec Sofia. Un après-midi, Samy se rendit à l'adresse que Carlos lui avait griffonnée. C'était un petit appartement situé dans un quartier modeste de la périphérie. Il prit une profonde inspiration et toqua à la porte. Des bruits de pas résonnèrent, le verrou tourna et la porte s'ouvrit. Samy resta pétrifié, le souffle coupé. Devant lui se tenait Sofia. Bien qu'elle soit vêtue d'habits simples et usés, sa beauté était d'une intensité foudroyante. Ses traits étaient parfaits,
ses yeux d'une douceur infinie et son allure dégageaient une élégance naturelle que la misère n'avait pas réussi à effacer. Pendant une bonne trentaine de secondes, Samy resta planté là, incapable de prononcer un mot, subjugué par cette apparition. Dans un éclair de lucidité, il comprit soudain pourquoi un homme, même ivre, avait pu perdre la tête face à une telle femme. « Vous cherchez quelqu'un, monsieur ?» demanda Sophia, sourcils froncés face à ce silence pesant. Samy sursauta, reprenant brusquement ses esprits. « Oh, je suis désolé. Pardonnez-moi. Vous êtes bien Sophia ? C'est moi, oui. Bonjour, je m'appelle Samy. C'est votre père Carlos qui m'a donné votre adresse. » Au nom de son père, l'expression de Sophia s'adoucit, mêlée de surprise. Elle l'invita à entrer. Le petit salon était humble, mais d'une propreté méticuleuse. Il y avait des jouets d'enfants soigneusement rangés dans un coin. Samy s'assit et lui expliqua la raison de sa présence. Sans trahir le secret de sa filiation avec Léa, il fit un résumé de son histoire avec Raoul. Il raconta comment le vagabond, dans sa folie prophétique, l'avait empêché de commettre une erreur fatale dans sa propre vie sentimentale et comment il avait, en retour, décidé de payer la dette de l'ingénieur auprès de Carlos. En écoutant ce récit, les yeux de Sophia s'emplirent de larmes. Savoir que l'homme qui avait brisé son avenir avait, d'une certaine manière, utilisé sa folie pour sauver un inconnu du même gouffre, la foudroya. Les souvenirs de cette nuit d'égarement avec Raoul remontèrent à la surface, rouvrant des blessures mal cicatrisées. Elle pleura silencieusement, le visage caché dans ses mains. Samy lui laissa le temps de libérer son chagrin, cherchant les mots justes pour l'apaiser. Lorsqu'elle retrouva son calme, ils discutèrent plus sereinement. Samy apprit que son fils, un garçon de 8 ans nommé Raphaël, était à l'école. Sophia se battait seule, cumulant des petits emplois pour lui offrir une vie décente. « Je ne peux pas effacer le passé », dit doucement Samy en sortant une enveloppe de sa veste. « Mais Raoul m'a sauvé la vie. Et puisque je ne peux rien lui donner à lui qui puisse réparer son esprit, je veux au moins aider sa famille. Prenez ceci. Ça vous aidera pour Raphaël. Je repasserai de temps en temps, si vous me le permettez, pour voir si vous ne manquez de rien. » Sophia regarda l'enveloppe, bouleversée par tant de générosité, et le remercia avec une voix brisée par la gratitude. Au moment où Samy se levait pour partir, la porte d'entrée s'ouvrit à la volée. Un petit garçon aux cheveux en bataille entra en courant, jetant son cartable dans l'entrée. Il s'arrêta net en voyant l'inconnu en costume dans son salon. « Maman ? C'est qui ce monsieur ?» demanda Raphaël en se cachant à moitié derrière la jambe de sa mère. Sophia posa une main tendre sur les cheveux de son fils. Cherchant une explication simple pour cet enfant qui ne connaissait pas son histoire, elle lâcha les mots les plus naturels qui lui vinrent à l'esprit. « C'est un ami de ton papa, mon chéri. » Ces simples mots eurent l'effet d'une décharge électrique. Raphaël, qui avait grandi avec le fantôme d'un père mort avant sa naissance, ouvrit de grands yeux ronds. C'était la première fois de sa vie qu'il se retrouvait face à un homme qui avait connu son père. Pour son cœur d'enfant, cet inconnu grand et rassurant en devenait presque l'incarnation. Le petit garçon fixa Samy, et ses yeux s'embuèrent immédiatement. Ses lèvres tremblèrent. « Papa !» sanglota Raphaël. « Papa !» Il contourna sa mère et courut vers Samy pour s'agripper à ses jambes, pleurant à chaudes larmes. « Non, Raphaël, mon amour, corrigea précipitamment Sophia, paniquée. « Ce n'est pas ton papa, c'est juste son ami. »« Papa !» répétait l'enfant, refusant de lâcher le pantalon de Samy. Sophia fit un pas pour tirer son fils en arrière, mais Samy leva doucement la main pour l'arrêter. Le regard de l'homme d'affaires s'était embué. Face à la détresse de ce petit être en manque de figure paternelle, ses propres démons de l'abandon se réveillèrent. Il savait ce que c'était que d'avoir faim d'un père. Samy posa un genou à terre, se mettant à la hauteur de Raphaël et l'enveloppa de ses grands bras. L'enfant enfouit son visage dans l'épaule de Samy, pleurant de plus belle. « Il ne faut plus m'abandonner » suppliait Raphaël, la voix cassée. « Il ne faut plus me laisser, papa, s'il te plaît. Il ne faut plus me laisser. » Une larme solitaire glissa sur la joue de Samy. Son cœur se serra à s'en briser. Il resserra son étreinte, caressant le dos tremblant du petit garçon. « Ne t'inquiète pas, murmura Samy d'une voix rauque, chargée de promesses. « Je ne vais plus partir. Je serai là pour toi. Je serai là. » Il resta de longues minutes ainsi, agenouillé au milieu du salon, berçant l'enfant sous le regard bouleversé et silencieux de Sophia. Quand Raphaël finit par se calmer, Samy se releva doucement. Il essuya les larmes sur les joues du garçon et sourit tendrement. « Je dois y aller pour aujourd'hui. Mais tu es un grand garçon, alors protège bien ta maman, d'accord ? Tu promets que tu vas revenir ?» demanda Raphaël, reniflant, ses grands yeux levés vers lui. « Je te le promets, » assura Samy. Il salua Sophia, qui le regardait avec une gratitude au-delà des mots, et franchit le seuil.
En refermant la porte derrière lui, Samy comprit que sa dette n'était pas seulement financière. Il venait d'accepter une responsabilité bien plus grande, devenir le protecteur de cet enfant innocent que le destin avait placé sur sa route. Quelques jours s'étaient écoulés depuis le rituel du pardon. Comme il l'avait promis, Samy décida de retourner voir Raoul. Cette fois, il n'était pas seul. Léa l'accompagnait. Profondément bouleversée par les révélations de Samy, elle tenait à voir de ses propres yeux cet homme qui, à travers les méandres de sa folie, l'avait sauvé du déshonneur. En arrivant devant la petite case en ciment, Samy remarqua que la porte en tôle était grande ouverte. Il toqua, appela. Aucune réponse. Ils entrèrent prudemment. Le matelas était vide, les affaires de Raoul intactes, mais l'homme n'était plus là. Une angoisse soudaine saisit Samy. Raoul avait-il rechuté? S'était-il remis à errer dans les rues de Lisbonne, à la merci du danger? Inquiets, Samy et Léa sortirent précipitamment et se dirigèrent vers le grand portail de la villa de Carlos pour donner l'alerte. Samy sonna. Quelques instants plus tard, la lourde porte s'ouvrit. À leur grande surprise, le chaos qu'ils redoutaient n'existait pas. Dans la cour pavée, sous l'ombre d'un grand arbre, Raoul était assis sur une chaise en osier. Il ne bougeait pas, le regard perdu vers le sol. À ses côtés se trouvaient Carlos et son épouse, Maria, qui l'observaient en silence. Samy soupira de soulagement et s'avança avec Léa pour saluer les maîtres de maison. « Mon oncle Maria » lâcha Samy, encore essoufflé. « Qu'est-ce qui se passe avec Raoul ?» On a eu peur en trouvant sa case vide. Carlos secoua la tête, un sourire fragile aux lèvres. « Ce matin, un miracle minuscule s'est produit, Samy. J'ai entendu frapper à la porte de la cour. Quand j'ai ouvert, c'était lui. Il se tenait là et d'une voix très basse, il m'a demandé un verre d'eau. « Un verre d'eau » répéta Samy, étonné. « Oui, c'est la toute première fois depuis des années qu'il vient de lui-même frapper à cette porte. La première fois qu'il semble prendre conscience que c'est sa famille qui vit ici. On l'a fait entrer. Il a bu et depuis, il est assis là, très calme. » Pendant que Carlos parlait, Léa observait silencieusement Raoul. Elle ne l'avait pas revu depuis cette terrible soirée sur le goudron. L'homme effrayant, sale et agressif qui hurlait « voleur de femmes » n'était plus là. Devant elle se tenait un homme rasé, coiffé, propre, bien que terriblement aminci et voûté par le poids d'un mal invisible. Il gardait la tête baissée, indifférent à la conversation. Samy s'approcha doucement de la chaise en osier. « Raoul, ça va, mon ami ?» À l'entente de cette voix familière, Raoul releva lentement la tête. Ses yeux fatigués se posèrent d'abord sur Samy, puis son regard glissa vers la droite, et il croisa celui de Léa. Le temps s'arrêta. Les pupilles de Raoul se dilatèrent d'un coup. Son corps entier se crispa comme traversé par une décharge électrique. Il se leva d'un bond, renversant presque sa chaise. Son bras se tendit, son doigt pointé droit vers le visage de Léa. Léa, terrifiée par ce changement brusque, recula d'un pas. Carlos et Maria se levèrent, paniqués. « Toi !» hurla Raoul, la voix éraillée, les yeux exorbités. « Je me rappelle de toi !»« Je te connais !»« Je me rappelle de toi !» Samy s'interposa rapidement pour protéger sa sœur. Il pensa immédiatement à leur ancienne altercation. « Raoul, calme-toi, c'est normal que tu la connaisses. On s'est croisés à la terrasse, tu te souviens ?» Mais Raoul secoua violemment la tête. « Non, toi je te connais !» répéta-t-il en fixant Léa avec une intensité folle. « Mais tu l'as vue où ?» demanda Samy de plus en plus perdu. « Je la vois tous les jours !» hurla le malade. « Tous les jours !» Un frisson parcourut l'assemblée. « Tous les jours !» balbutia Carlos. « Mais où ça, Raoul ?»« Pendant que je dors !» pleura Raoul, les mains tremblantes. « Pendant que je dors !» C'est elle qui m'a sauvé. Personne ne comprit. Léa mit une main sur sa bouche, pétrifiée. Soudain, Raoul poussa un cri déchirant, un hurlement de douleur pure. Il porta ses deux mains à son crâne comme s'il voulait l'écraser, ses yeux se révulsèrent et il s'effondra lourdement sur les pavés, inconscient. La cour bascula dans l'hystérie. Maria hurla. Samy et Carlos se jetèrent sur le corps inerte de Raoul, tentant de le ranimer en lui tapotant les joues, mais l'homme convulsait légèrement, les lèvres serrées. Bien qu'il ait les yeux fermés, un murmure fiévreux et continu s'échappait de sa bouche. « Elle m'a sauvé, elle m'a sauvé !» Les cris avaient alerté le voisinage. Le portail s'ouvrit et Georges, un voisin proche de Carlos, accourut. En voyant Raoul au sol, marmonnant dans cet état de transe terrifiant, Georges devint blême. « Ne le laissez pas comme ça !» s'écria le voisin. « C'est pas un malaise médical, il parle aux esprits. Il fait une crise spirituelle. Amenez-le vite chez le père Miguel, à la paroisse du quartier nord. » Carlos, paniqué, tenta d'expliquer. « Son ami vient d'arriver, il a vu la sœur de Samy, et il a pété un plomb. Raison de plus, » trancha Georges. « Mettez-le dans la voiture, on y va tout de suite. »
L'urgence ne laissait pas place au débat. Ils soulevèrent le corps flasque de Raoul et le chargèrent à l'arrière du grand 4x4 de Samy. L'expédition s'organisa dans la précipitation. Jorge, Carlos et Maria s'entassèrent à l'arrière pour maintenir le malade, tandis que Samy prenait le volant avec Léa, tremblante, sur le siège passager. Le trajet fut une course contre la montre. Arrivés à la vieille paroisse du Père Miguel, ils transportèrent Raoul à l'intérieur. Le prêtre, un homme d'une 60aine d'années à la prestance calme et rassurante, les accueillit dans une arrière-salle fraîche et silencieuse. Carlos fit un résumé chaotique de la situation. Raoul était un ingénieur devenu fou il y a des années. Aujourd'hui, en voyant la sœur de son ami, il avait parlé de rêve, de sauvetage avant de s'effondrer en pleine transe. Le Père Miguel écouta sans interrompre. Il s'approcha de Raoul, posé sur un sofa, lui prit le pouls, ouvrit l'une de ses paupières, puis posa une main sur son front brûlant. Le prêtre ferma les yeux un instant. « Cet homme n'est pas simplement évanoui, déclara le prêtre d'une voix grave. Son âme est fracturée. Il est en plein combat intérieur. Il est coincé sur un seuil, entre l'abîme de sa folie et la lumière de sa raison qui tente de revenir. La vue de cette jeune femme a déclenché un choc psychique et spirituel d'une violence inouïe. Il faut l'aider à traverser. » Le Père Miguel demanda le silence absolu. Il alluma des braises dans un petit encensoir, répandant l'odeur purificatrice de l'oliban dans la pièce. Il prit son étole, un crucifix, et commença à réciter des prières anciennes, d'une voix monocorde et puissante, aspergeant le visage de Raoul de quelques gouttes d'eau bénite. L'opération dura plus d'1 heure. L'air était lourd. Raoul s'agitait par moments, gémissait, son corps luttant contre des chaînes invisibles. Le prêtre ne faiblit pas, imposant ses mains, appelant l'esprit de l'homme à retrouver son chemin vers la lumière. Puis soudain, Raoul expira un long souffle, comme s'il recrachait l'eau d'une noyade. Son corps se détendit totalement. Le silence revint. Les paupières de Raoul papillonnèrent. Il ouvrit les yeux. Mais cette fois, le voile terne et hagard de la démence avait disparu. Ses yeux cherchaient des repères. Il cligna des paupières, regarda le plafond de pierre, puis les visages penchés sur lui. Il avait l'air d'un naufragé qui se réveillait après 10 ans de sommeil. « Où ?» balbutia-t-il, la langue pâteuse. « Où est-ce que je suis ?» Il essaya de se redresser. Samy l'aida à s'asseoir. Raoul regarda Carlos. « Mon oncle ? Qu'est-ce que je fais ici ?» Puis son regard tomba à nouveau sur Léa. Cette fois, il ne cria pas. Il la fixa avec une douceur mêlée de confusion. « Toi, murmura-t-il, la voix chevrotante, tu es là. » Le Père Miguel s'approcha doucement. « Mon fils, tu as dit tout à l'heure qu'elle t'avait sauvé. Tu as dit que tu la voyais tous les jours. Comment la connais-tu » Raoul passa une main tremblante sur son visage. Ses pensées semblaient douloureuses à assembler. C'était la nuit. Dans ma tête, il faisait toujours nuit. J'étais devant un précipice, un fleuve noir. Il cherchait ses mots, parlant à tâtons, la voix heurtée. Je devais traverser, des voix me poussaient dans le noir complet. Mais, à la frontière, il y avait toujours un visage. Son visage. Il désigna Léa du doigt, les larmes aux yeux. Elle se tenait devant le noir, elle ne disait rien, mais sa présence m'empêchait de sauter. Elle était ma barrière, depuis des années. C'est elle qui me retenait du côté des vivants. La révélation laissa l'assemblée sans voix. Raoul n'avait pas plongé dans une folie totale. Une partie de son esprit était restée accrochée au bord du précipice, et par un mystère que la science ne pouvait expliquer, le visage de la femme qu'il allait plus tard empêcher de sombrer dans l'inceste était devenu son propre bouclier mental pendant des années. Le Père Miguel croisa les bras, impressionné par ce mystère. C'est alors que Carlos, bouleversé, prit la parole. Le vieil oncle fit un résumé rapide au prêtre. La faute terrible de Raoul, la malédiction qu'il avait prononcée contre lui des années plus tôt, le pardon officiel et total qu'il lui avait accordé publiquement quelques jours auparavant, grâce au sacrifice de Samy, sans oublier l'incident de la terrasse où Raoul traitait Samy de voleur de femmes. Le prêtre ferma les yeux, liant les fils invisibles de cette histoire. « Tout prend son sens », murmura le Père Miguel. « Ton esprit n'était pas entièrement perdu, Raoul, parce qu'il devait accomplir une mission, sauver cet homme et cette femme de l'abomination. C'est pour cela que ce visage t'est apparu comme une encre envoyée par le ciel. Voilà pourquoi, à l'époque, lorsque tu as vu cette femme en vrai à la terrasse, ton esprit confus a cru que c'était la tienne. Elle était le visage qui te protégeait dans ton enfer. Lorsque ton oncle a levé la malédiction et prononcé le pardon, tes chaînes spirituelles ont été brisées. Mais il fallait un choc final pour que ton esprit revienne complètement dans ton corps. Voir en chair et en os le visage de ton ange gardien a été ce choc. Ta folie est terminée. Samy et Léa s'échangèrent un regard bouleversé. Le cycle était parfait.
Ils s'étaient sauvés mutuellement. Le père Miguel se tourna vers Carlos et Sami. « Je vais le garder ici avec moi, à la paroisse, pendant 2 jours. Le temps de stabiliser son esprit par la prière et le repos complet. Ensuite, il rentrera chez vous. Mais il aura impérativement besoin d'un suivi médical. Des vitamines, des médicaments pour réadapter son cerveau à la réalité et beaucoup d'amour. » Le prêtre marqua une pause, le visage solennel, et planta son regard dans celui de Carlos. « Et écoute-moi bien, Carlos. Plus tard, quand Raoul se sera bien stabilisé et qu'il aura récupéré sa santé, tu devras revenir me voir avec lui, mais il ne viendra pas seul. Il faudra que tu ramènes ta fille, Sofia, ainsi que l'enfant né de leur union. Nous devrons faire une grande prière commune pour détruire complètement cette malédiction. Il faut que Raoul, Sofia et cet enfant innocent puissent recevoir une délivrance définitive pour neutraliser toutes les traces de ce mal, une bonne fois pour toutes. C'est indispensable. » Carlos, profondément ému et incapable d'articuler un mot, hocha vigoureusement la tête pour sceller cette promesse. 2 jours plus tard, comme convenu avec le prêtre, Raoul quitta la paroisse. Il ne retourna pas dans la petite case en ciment. C'est par la grande porte, soutenu par Carlos et Maria, que l'ingénieur revenu des ténèbres franchit le seuil de la luxueuse villa familiale, prêt à entamer sa longue convalescence. Les semaines qui suivirent le réveil de Raoul marquèrent le début d'une nouvelle ère. Le ciel, autrefois chargé de tempêtes, semblait enfin s'être dégagé. Sami avait tenu sa promesse. Il continuait de rendre visite à Raoul chez Carlos, mais ses pas le menaient aussi de plus en plus souvent vers le petit appartement de la périphérie. Là-bas, une connexion bouleversante s'était tissée. Dès le premier jour, le petit Raphaël s'était accroché à Sami avec l'énergie du désespoir. L'enfant, qui avait grandi avec le vide béant d'une figure paternelle, avait trouvé en cet homme d'affaires la prestance, la douceur et la sécurité dont il rêvait. Raphaël s'en moquait éperdument qu'il n'ait pas la même couleur de peau ou les mêmes origines. Pour son cœur d'enfant, la race et le sang n'étaient que des détails invisibles face à l'amour. À l'école, il racontait fièrement à ses camarades qu'il avait retrouvé son papa. Bien que Sofia tentât doucement de le corriger en lui rappelant que Sami n'était qu'un ami, Raphaël refusait de l'entendre. Il avait délibérément choisi d'adopter cette magnifique illusion. Et face à cet amour pur et inconditionnel, Sami, l'ancien orphelin affamé de Kenda, laissa ses propres barrières s'effondrer. Il commença à l'aimer comme la chair de sa chair. De son côté, la métamorphose de Raoul tenait du prodige. L'ingénieur avait repris du poids. Son regard avait retrouvé toute sa vivacité et son intelligence d'autrefois. Le fou hirsute qui terrorisait les passants n'était plus qu'un lointain cauchemar. Mieux encore, Raoul avait repris contact avec ses anciens collègues et, son immense talent n'ayant pas disparu, il avait rapidement retrouvé un poste prestigieux dans un grand cabinet d'ingénierie. Un matin, estimant que le moment était enfin venu, Carlos rassembla sa famille brisée. Il emmena Sofia, Raoul et le petit Raphaël à la vieille paroisse du père Miguel, comme le prêtre l'avait exigé. Ils n'étaient que tous les 4. Dans la pénombre de l'église, le prêtre les fit agenouiller. Il posa ses mains sur eux et éleva la voix pour briser définitivement les chaînes du passé. « Seigneur, pria le père Miguel avec ferveur, pardonne la faiblesse de cette chair qui a trébuché dans l'égarement. Lave ces âmes de leurs fautes, car dans ton infinie sagesse, tu as utilisé cette tragédie pour tisser un miracle. Cette erreur a servi de bouclier. La douleur de cette famille a empêché un frère et une sœur de sang, nés du même ventre, de commettre la même abomination dans l'aveuglement. Que la dette soit effacée, que la malédiction soit détruite à tout jamais. » Un souffle de paix indescriptible traversa la pièce. Sofia fondit en larmes, libérée du poids de sa culpabilité, tandis que Raoul fermait les yeux, l'âme enfin lavée. La page sombre de leur histoire venait d'être définitivement tournée. Et alors que les blessures guérissaient, la vie reprit ses droits de la plus belle des manières. Léa, qui accompagnait souvent Sami lors de ses visites, avait continué à voir Raoul. Ce qui avait commencé comme une protection mystique dans les délires d'un malade s'était transformé en une véritable attraction dans le monde réel. Ils passaient des heures à discuter, à rire, à se découvrir. Leurs âmes se reconnaissaient. C'était une évidence troublante, une romance prédestinée que même la folie n'avait su effacer. Parallèlement, la présence bienveillante de Sami agit comme un remède sur le cœur de Sofia. La jeune femme, éteinte par des années de honte et de survie, retrouva son sourire éclatant et sa joie de vivre. Grâce au vaste réseau de Sami et à son influence, elle décrocha un excellent poste à la hauteur de ses qualifications d'autrefois.
Mais Samy ne lui avait pas seulement redonné un avenir professionnel, il lui avait redonné goût à l'amour. Quelques années plus tard, le tableau de leur existence avait été magnifiquement repeint. Dans une immense villa inondée de soleil, une famille unique et incassable s'était formée. Samy avait officiellement épousé la sublime Sophia. Il avait légalement adopté Raphaël, devenant ce père tant espéré pour l'enfant, protégeant à jamais le secret de ses origines. De leur côté, Léa et Raoul s'étaient unis par les liens du mariage, scellant cette histoire d'amour née sur la frontière des ténèbres. Carlos et Maria, eux, finissaient leurs jours entourés de rires et de petits-enfants, le cœur comblé. La leçon de cette histoire est simple et profonde. Il arrive que le ciel permette à certains de tomber, pour que leur chute serve de pont à d'autres. Ne jugez jamais trop vite les tragédies de la vie, car dans le grand livre du destin, la pire de nos erreurs peut devenir l'instrument même du salut d'un autre.